Chaque année, de nouveaux mystères s'ajoutent à la longue liste d'événements qui semblent ne pas avoir d'explication. Au cours du siècle dernier, nous avons vu des personnes disparaître sans laisser de traces, des crimes odieux restés non résolus et des archéologues découvrir des artefacts qui les ont laissés perplexes. Ce ne sont là que quelques exemples de ces affaires étranges et non résolues qui continuent de frustrer les historiens, et beaucoup d'autres resteront à jamais sans solution. Numéro 10. La carte en relief de l'Oural, ou pierre d'Ashka, est un artefact que certains estiment avoir servi lors de la création du monde. C'est pourquoi elle est également connue sous le nom de carte du créateur, et elle laisse les archéologues perplexes depuis sa découverte en 1999. Des archéologues de l'Université d'État de Bachkirie ont découvert la pierre lors de fouilles dans l'Oural. C'était en juillet 1999 lorsqu'ils ont fait la découverte, et ils pouvaient à peine en croire leurs yeux lorsque la tablette de pierre a été extraite du sol. Elle mesure 58 pouces de hauteur, 42 pouces de largeur et 6 pouces d'épaisseur. Elle pèse environ 1 tonne, et lorsque la pierre a été étudiée de plus près, l'équipe a compris qu'elle était tombée sur quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant. Elle contenait une carte topographique d'une région des montagnes de l'Oural appelée Bachkirie, et semblait être d'une précision presque impossible à l'échelle de 1 pour 1,1 km. Les chercheurs n'ont pas pu expliquer comment une civilisation ancienne avait pu créer une carte aussi précise sans l'utilisation de la technologie moderne. Plus étonnant encore, la carte a été dessinée sur 3 niveaux, la rendant tridimensionnelle. La première couche était faite soit de céramique, soit de ciment, la deuxième de verre de diopside mélangé avec du silicium, et la troisième, la plus fine des 3, est composée d'un mélange de porcelaine et de calcium. La pierre a depuis été datée par des experts russes, et ils estiment qu'elle a environ 125 millions d'années. L'étape suivante était d'identifier la zone représentée sur la carte, ce qui a été rapide. Incroyable mais vrai, la Bachkirie ressemble toujours à ce qu'elle était il y a des millions d'années. Et les experts ont confirmé qu'il s'agit bien de cette région. Cela a depuis été confirmé par des experts de plusieurs autres pays, y compris la Chine, et ils ont depuis identifié des points de repère visibles sur la carte. Cela inclut les rivières Belia, Ufimka et Soutolka, ainsi que le canyon d'Ufa. Tout cela a poussé les historiens à repenser la façon dont les gens vivaient à cette époque, car ils semblent avoir été bien plus avancés qu'on ne le pensait auparavant. Ils ont réussi d'une manière ou d'une autre à cartographier la région comme s'ils la voyaient d'en haut, ce qui aurait dû être impossible, mais ils ont pourtant accompli cette tâche facilement. Numéro 9. Des artefacts mayas ont été découverts au fil des années et nous ont beaucoup appris sur la façon dont cette civilisation vivait au quotidien, sur les aspects religieux de leur communauté et sur la manière dont ils parvenaient à survivre. Les archéologues, les historiens, les experts et les chercheurs sont fascinés par les Mayas depuis très longtemps et des milliers d'artefacts ont été retrouvés datant de l'époque où leur civilisation prospérait. Mais une découverte remarquable faite en 2015 est différente de toutes les autres qui ont été trouvées. L'objet est un pendentif en jade en forme de T qui aurait probablement été porté par un roi maya lors de cérémonies religieuses. Il comportait aussi des inscriptions qui, traduites, retraçaient l'histoire de la vie de ce roi. Il mesure environ 19 cm de large, 10,5 de haut et 0,8 d'épaisseur, ce qui en fait le deuxième plus grand morceau de jade maya jamais découvert au Belize. Mais ce qui le rend unique, c'est le fait qu'il contient ces 3 inscriptions historiques, ainsi que la zone où il a été découvert. Comme le pendentif en jade est si grand, les experts s'attendaient à ce qu'il ait été trouvé dans l'une des anciennes cités mayas connues. Mais ce n'était pas le cas. Il a été trouvé à Nimlipunet, qui, à l'époque où le pendentif aurait été porté, était une zone isolée où peu de gens vivaient. Des pièces similaires, mais plus petites, ont été trouvées, mais elles ne contenaient aucune inscription et elles ont été découvertes dans des zones beaucoup plus peuplées. Nimlipunet est situé près de la limite de la zone Maya, et on estime qu'il a été habité par les Mayas entre 150 et 850 de notre ère. Le site avait été perdu pendant longtemps jusqu'à ce qu'il soit redécouvert dans les années 1970, et depuis lors, les archéologues ont mis au jour plusieurs artefacts importants de la région qui ont été étudiés en profondeur. On sait également qu'un palais a été construit sur le site vers l'an 400 de notre ère puisque le pendentif a été retrouvé parmi ces vestiges enfouis. Lorsque le palais a été fouillé, une tombe a été découverte et à l'intérieur, les chercheurs ont été stupéfaits de tomber sur cet artefact remarquable.
On pense que la tombe remonte à environ 800 de notre ère et plusieurs autres objets, comme de la poterie et une grande pierre en forme de divinité, ont été trouvés dans la même zone autour d'elle, pour le plus grand plaisir des archéologues impliqués. La forme du pendentif représente le vent et le souffle, donc on suppose qu'il était porté par le roi lors des cérémonies en l'honneur du dieu maya du vent, Huracan. Les historiens estiment que ces cérémonies visaient à accélérer l'arrivée des pluies de mousson, essentielles à la survie des cultures chaque année. Les chercheurs ont été intrigués car le roi propriétaire du pendentif n'a pas été retrouvé dans sa tombe. Habituellement, avec ce type de découverte, les objets retrouvés sont enterrés avec leur propriétaire, et aucune explication n'a été trouvée pour cette anomalie. Quant à la raison pour laquelle la région a été abandonnée par ses habitants, il a été suggéré que le changement climatique les a forcés à déménager puisque leurs récoltes commençaient à échouer. Il est donc possible que le pendentif ait été enterré seul, dans l'espoir que Huracan apporte un temps plus clément. Une grande partie du texte sur le pendentif doit encore être traduite, mais nous savons maintenant qu'il appartenait au roi Janabolkenej. Il est également question de ses parents et du fait que le roi était d'une certaine manière lié à la cité maya de Caracol. Des recherches supplémentaires permettront, espérons-le, d'en apprendre davantage sur le roi et son peuple. Mais le mystère de la raison pour laquelle son pendentif a été gravé, contrairement à tous les autres découverts, reste non résolu. Numéro 8. Quand nous pensons aux grandes pyramides égyptiennes, elles évoquent des images d'une époque qui nous paraît presque inconcevable en tant qu'êtres humains modernes. Les anciens artefacts qui y ont été découverts nous ont beaucoup appris sur leur culture, leur histoire et leurs croyances. Mais peu de gens savent qu'une région du pays de Galles, au Royaume-Uni, contient des artefacts encore plus anciens que les pyramides. La ville s'appelle Monmouth, située dans le sud-est du pays de Galles, près de la frontière anglaise. La ville est bien connue pour sa longue histoire, et elle est considérée comme l'une des 10 meilleures villes de tout le Royaume-Uni en matière d'archéologie, puisque des milliers d'artefacts y ont été découverts. Mais la découverte la plus récente et mystérieuse n'est pas un simple objet comme de la poterie ou des bijoux. Le président de la Société d'archéologie de Monmouth, Steve Clark, dirigeait une équipe de chercheurs dans la région en juin 2012 lorsqu'ils ont découvert les vestiges d'une structure ancienne. Tout d'abord, ils ont trouvé 3 énormes poutres en bois qui avaient été placées côte à côte dans une zone qui était autrefois un lac dans l'Antiquité. Ce lac a depuis disparu car il s'est comblé de limons à un moment donné de l'histoire. Quiconque a construit ces structures a probablement utilisé ces grandes poutres comme partie de la fondation d'une grande construction, puisqu'elles étaient enfoncées profondément dans le sol. Au fil des siècles, le bois s'est décomposé et les cavités ainsi laissées ont ensuite été remplies d'argile sans oxygène. Mais de nombreuses questions restent en suspens au sujet du site. Les experts n'ont pu que spéculer sur l'utilisation de cette structure, et les techniques utilisées pour fixer ces 3 poutres dans le sol restent inconnues. Ce ne sont pas de simples poutres dormantes. On pense que la personne ayant construit cette structure a réussi à fendre des arbres entiers avant de les placer dans le sol. Cela aurait été très difficile et demandé beaucoup de travail, mais c'est encore plus impressionnant. Les archéologues n'ont pas pu déterminer à quelle profondeur les poutres ont été plantées, et ils n'ont aucune idée de qui a construit la structure ni à quoi elle servait. Cependant, l'emplacement des poutres a permis d'avancer certaines théories. Elles semblent parfaitement alignées avec le centre d'un ancien lac de la région. Il a donc été suggéré que la structure servait de chaussée menant à un Crannog, qui sont des îles artificielles que l'on trouve souvent en Écosse et en Irlande. Si c'est effectivement le cas, la chaussée aurait été massive et sa construction aurait pris énormément de temps. Mais cela reste une spéculation puisqu'on ignore toujours si elle a été construite avant ou après l'existence du lac. Les experts n'ont pas pu dater les poutres et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour répondre à ces questions. Pour l'instant, on suppose que les poutres remontent à l'âge du bronze, grâce à d'autres découvertes qui ont été faites. Cela comprend un amas de pierres brûlées et une auge découverte avec les poutres. On pense que les pierres étaient chauffées dans un feu, puis jetées dans une auge pour faire bouillir l'eau, comme cela se faisait souvent à cette époque. Numéro 7. C'est toujours intéressant lorsque les experts ne parviennent pas à expliquer un artefact ancien, comme un pendentif vieux de 1500 ans qui a été retrouvé dans le sol à Chypre en 2011. Le site où l'amulette a été trouvée s'appelle Néapaphos, et il n'est pas rare que les archéologues découvrent des artefacts anciens dans cette région. L'amulette a créé de la confusion car elle paraît rompre avec la tradition sur les personnages historiques. Elle comporte aussi des inscriptions sur les 2 faces.
D'un côté, on a trouvé un texte, et lorsqu'il a été traduit, il disait « Lao, qui est un dieu, est le porteur du nom secret, le lion de Ré, l'ancien dieu égyptien du soleil, en sécurité dans son sanctuaire. » Bien que cela puisse sembler anodin, les chercheurs ont rapidement compris que cette inscription est un palindrome, ce qui signifie qu'elle peut être lue normalement dans un sens ou dans l'autre, avec le même résultat. Ce qui, étant donné qu'elle compte 59 caractères, est plutôt impressionnant. C'était déjà une découverte remarquable, mais l'autre face du pendentif contenait encore plus de surprises qui restent à expliquer. Elle contient plusieurs images, dont celle d'une momie bandée sur un bateau qui représente probablement Osiris, un autre dieu égyptien. Les autres images montrent un homme assis sur un tabouret, la main droite levée vers ses lèvres comme pour faire taire quelqu'un. Cette image représente le dieu du silence, Harpocrate. Près de lui, une créature mythique à tête de chien est représentée. Ces personnages ont été vus sur de nombreux autres artefacts, et nous savons qu'on l'appelle un cynocéphale. Ce qui a frappé les chercheurs comme étrange, c'est le fait que le cynocéphale imite l'action d'Harpocrate, ce qui n'est qu'une des nombreuses inexactitudes qui ont été trouvées sur l'artefact. Premièrement, le palindrome contient plusieurs fautes d'orthographe. À plusieurs reprises, 2 caractères, P, sont utilisés alors qu'un seul V aurait été correct. Et les 3 derniers caractères, qui sont EAI, semblent avoir été ajoutés à la hâte car ils paraissent serrés d'un côté de l'amulette. Ainsi, les experts estiment que le créateur de l'amulette ne maîtrisait pas l'écriture égyptienne ancienne et a commis une erreur du point de vue de la culture égyptienne. Normalement, Harpocrate serait représenté assis à l'intérieur d'une fleur de lotus avec les jambes repliées, et il n'avait jamais été représenté auparavant assis sur un tabouret. Il est également sans précédent de voir le cynocéphale imiter les gestes d'Harpocrate. Dans des circonstances normales, il aurait été représenté avec ses pattes levées en adoration devant Harpocrate, et les historiens n'ont pas pu expliquer pourquoi l'amulette a été créée de cette manière. La créatrice de la pièce a aussi choisi d'ajouter des lignes entrecroisées sur les corps des 2 personnages. Cela signifiait que ces personnages seraient momifiés avec Osiris, ce qui n'aurait pas été possible ici. Il est également noté que le cynocéphale est souvent représenté avec des bandages, mais dans le cas de cette amulette, c'est Harpocrate qui les porte. Cela n'avait jamais été fait auparavant, et on ignore encore si ces éléments étaient des erreurs innocentes ou s'ils ont été intentionnellement inclus. Certains suggèrent que ce fut un acte de rébellion contre les dirigeants de l'époque, ou que l'amulette a été produite à moindre coût par quelqu'un ignorant la culture. Mais ces théories restent à prouver. Numéro 6. Un mystère a commencé en 1954 lorsqu'un homme est arrivé à un aéroport de Tokyo, au Japon, avec un passeport que personne ne reconnaissait. À ce jour, personne n'a pu découvrir qui il était, ni où se trouvait le pays d'où il venait. Selon les rapports, il faisait très chaud à Tokyo lorsqu'un homme nommé John Zegras est descendu d'un avion à l'aéroport de Haneda. Et à première vue, il semblait être un passager comme les autres arrivés en ville ce jour-là. Il était vêtu d'un costume et la chose la plus remarquable chez lui était qu'il portait une barbe. Jusqu'à ce qu'il tende son passeport à un douanier devenu aussitôt soupçonneux. Le passeport ne semblait pas être un faux, mais il n'avait jamais entendu parler du pays d'où venait cet homme, Tarid. Il a fait venir des agents de l'immigration qui ont aussitôt interrogé l'homme, lequel s'en est offusqué. Il a insisté sur le fait que Tarid existait vraiment et que c'était un pays reconnu depuis plus de 1000 ans. Troublés, ils ont montré une carte du monde à l'homme pour qu'il indique où se trouvait Tarid. Il a montré une zone entre la France et l'Espagne. Les fonctionnaires ont expliqué que c'était Andorre, mais il a maintenu que c'était une erreur. Il n'avait jamais entendu parler d'Andorre et avec le temps, s'est encore plus agacé du retard pris dans ses projets de voyage. Il a confirmé son identité aux fonctionnaires et rappelé que les tampons de son passeport prouvaient ses précédents voyages au Japon. Il a également sorti des devises de différents pays européens et leur a montré son chéquier. Et cela n'a pas rendu les choses plus claires. Son chéquier avait été émis par une banque dont personne n'avait jamais entendu parler, et malgré des recherches, personne n'a pu la trouver. On lui a alors demandé pourquoi il venait au Japon et s'il avait une personne que l'aéroport pourrait contacter pour vérifier ses propos. Il leur a donné le nom d'une entreprise avec laquelle il comptait travailler, l'hôtel où il prévoyait de séjourner et une banque avec laquelle il collaborait. L'homme en question n'a pas pu être retrouvé et la banque avec laquelle il disait travailler n'existait pas non plus. L'entreprise qu'il avait mentionnée existait bel et bien, mais il n'avait jamais entendu parler d'un homme nommé John Zegras.
Les agents n'ont eu d'autre choix que de le détenir, et il a été placé dans un hôtel à proximité pendant qu'ils enquêtaient sur ses déclarations. Pour s'assurer qu'il ne s'enfuit pas, 2 policiers ont été postés devant la porte de sa chambre d'hôtel, et il était prévu qu'il soit ramené à l'aéroport pour un nouvel interrogatoire le lendemain. À la surprise générale, quand les agents ont ouvert la porte pour vérifier, l'homme avait disparu. Ils ont dit que la porte était restée fermée toute la nuit et qu'à cet étage élevé de l'hôtel, il était impossible de s'échapper par le balcon. Il avait emporté toutes ses affaires avec lui et personne ne l'a jamais revu. Numéro 5. La Côte à la Chèvre est une grotte mystérieuse sur l'île de Jersey, dans la Manche. Elle fascine les experts depuis des décennies, depuis qu'on a découvert que les Néandertaliens revenaient dans la grotte chaque année, et personne ne sait pourquoi. On savait que les Néandertaliens vivaient dans cette grotte, mais on a récemment découvert qu'ils l'utilisaient bien plus tôt que prévu. Les artefacts retrouvés sur le site ont montré qu'ils ont peut-être commencé à y vivre il y a environ 250 000 ans. Fait remarquable, ils revenaient sans cesse dans la grotte, et cette tradition s'est transmise de génération en génération. Ils chassaient des animaux dans la région et semblaient avoir une préférence pour les grottes, à moins qu'il n'y ait une autre raison encore inconnue expliquant leur retour là-bas. Les outils en pierre découverts près de la grotte renseignent les chercheurs sur leur déplacement dans la région. Nombre de leurs zones de chasse auraient été submergées sous la Manche. D'autres zones restent accessibles et pourraient offrir aux historiens plus d'informations sur les habitants d'autrefois. La région était alors beaucoup plus étendue car les calottes glaciaires étaient intactes et la zone pas encore submergée par l'océan. Cela suggère que la faune était abondante dans la région et que les grottes auraient constitué un abri parfait pendant que les Néandertaliens y vivaient. Dans le but d'en apprendre davantage à leur sujet, les experts vont maintenant examiner les 16 000 artefacts qui comprennent des ossements d'animaux, des sédiments et des outils en pierre recueillis dans la région. Et ils pourraient fournir de nouvelles informations sur l'âge glaciaire de Jersey. Les seules théories avancées jusqu'à présent sont que les grottes pouvaient être visibles de très loin et que les Néandertaliens auraient immédiatement reconnu les grottes comme un abri. Il a également été suggéré que l'emplacement de la grotte était connu de tous et que cette connaissance était transmise de génération en génération. Cela expliquerait leur retour dans les grottes durant des décennies, mais ces théories restent à prouver. Ce n'est pas la seule grotte de Jersey connue pour avoir été habitée par des Néandertaliens. C'est la Lacote des Saint-Berlades qui est bien plus grande que la Côte à la Chèvre, où les archéologues ont trouvé 13 dents de Néandertal sur une corniche de granit, et on pense qu'elles appartenaient à 2 individus. Certaines dents n'ayant pas les caractéristiques typiques des Néandertaliens, il a été suggéré qu'un humain moderne a vécu dans la grotte ou qu'il y a eu un croisement entre Néandertaliens et humains modernes. Des recherches supplémentaires sont en cours sur les dents pour déterminer si c'était bien le cas. Mais pour l'instant, elles sont exposées au musée et galerie d'art de Jersey où le public peut les voir. Numéro 4. L'agencement de pierre de Carisbrook, situé dans l'État de Victoria en Australie, a été largement étudié par des chercheurs et archéologues, mais nul ne sait avec certitude qui l'a construit ni son but. Il est certain que l'agencement est d'origine aborigène et on pense qu'il a plusieurs milliers d'années, mais son âge exact n'a pas encore été déterminé, ce qui ajoute encore plus de mystère et d'intrigue à ce site déjà énigmatique. Le site, qui se trouve à environ 4 km de Carisbrook, a été découvert pour la première fois par Aldo Massola en 1963. Peu de choses ont été faites sur le site à l'époque, mais dans les années 1980, ces notes et l'agencement de pierre ont été étudiés et relevés. Aldo Massola a rédigé un article qui a été soumis à la publication Victorian Naturalist en 1963 et il y a inclus une description détaillée. Il a indiqué qu'il mesurait 200 pieds sur 17 et qu'il avait à peu près la forme d'un boomerang. La première étude, réalisée par le service archéologique du Victoria dans les années 1980, a suivi l'intérêt ravivé par un propriétaire local pour cet étrange agencement. On a supposé qu'il s'agissait d'un ancien site cérémoniel aborigène, mais cela n'a pas encore été définitivement prouvé. Ceci s'explique car aucune autre trace de cérémonie aborigène n'a été trouvée dans la région, ni aucune tradition supposée transmise aux descendants. Ou du moins, c'est ce qu'il semblerait. Les descriptions modernes du site indiquent qu'il comporte 2 arcs construits à partir de grosses pierres, ainsi que plusieurs pierres plus petites et un caire, qui auraient pu servir de balises de sentiers, de mémorial ou de bornes. On pense que la forme en arc a été intentionnellement construite pour représenter un boomerang,
car il s'agissait d'un outil de chasse important autrefois. Mais certains chercheurs ne sont pas d'accord, car la courbe est irrégulière et les côtés sont parallèles l'un à l'autre, contrairement à la forme habituelle d'un boomerang. Certains pensent aussi que l'agencement des pierres aurait servi d'outil astronomique, à l'image de Stonehenge en Angleterre. Certaines personnes pensent que l'arche représente la Voie lactée et que le cairn voisin représente Sirius, ou une autre étoile brillante qui pouvait être vue dans le ciel à l'époque de sa construction. Il a également été déterminé que les extrémités du croissant pointent vers les points cardinaux sur une boussole, mais on ignore encore si cela était intentionnel ou simplement une coïncidence, ce qui semble peu probable. Certains experts estiment que la zone servait aux cérémonies d'initiation masculine, puisque d'autres sites similaires découverts en Nouvelle-Galles du Sud servaient au même usage. Le site a été acheté par le gouvernement australien en 1975, et ils ont pris en charge sa préservation à la place du Bureau des reliques archéologiques. Il a maintenant été déclaré zone archéologique officielle, puis vendu au Conseil des terres autochtones, et il est actuellement sous la responsabilité de la coopérative aborigène de Ballara. Beaucoup d'autres études doivent être menées sur le site pour déterminer qui a créé cet étrange agencement de pierres et à quoi il servait. Numéro 3. Il est frappant de voir combien de grands navires chargés de cargaisons ont soudainement disparu sans explication dans l'histoire. Alors que la plupart de ces navires sont finalement retrouvés, d'autres sont perdus à jamais dans l'océan, comme c'est le cas du SS Marine Sulphur Queen. Le nom officiel du navire était Esso New Haven. C'était un pétrolier T2 construit à Chester, en Pennsylvanie, en 1944, et il était initialement destiné à transporter du pétrole, comme tant d'autres pétroliers construits à cette époque. En 1960 cependant, le navire s'est rendu au bassin de Radoub de la Bethlehem Steel Company à Sparrows Point, dans le Maryland, où il a subi quelques modifications. Il a été converti afin de pouvoir transporter du soufre en fusion, et son nom a alors été changé en Marine Sulphur Queen. Pour donner cette capacité au navire, on l'a équipé d'une cuve indépendante mesurant 306 pieds sur 30 pieds sur 33 pieds. Toutes les cloisons d'origine ont été retirées et la structure interne du navire modifiée pour permettre cette transformation. Le tube contenait 4 chambres individuelles et était séparé d'environ 3 pieds du matériau environnant. Le soufre serait maintenu à environ 155 degrés Fahrenheit grâce à un système de vapeur qui a été installé. Et en 1961, le navire a entrepris son premier voyage après sa conversion, et les modifications ont bien fonctionné. Pendant 2 ans, il a effectué des trajets réguliers avec du soufre en fusion comme cargaison. Mais le 2 février 1963, tout cela a changé. Ce jour-là, il a quitté Beaumont, au Texas, avec plus de 15 000 tonnes de soufre à bord. On sait qu'il était dans les eaux près des quais de Floride 2 jours plus tard, car un message de routine sur la position du navire a été reçu. Mais le 6 février, toute communication avec le navire avait cessé et il a été déclaré disparu. On a supposé qu'il avait dû sombrer dans le détroit de Floride, et cette zone a été minutieusement fouillée, mais en vain. Cette recherche a duré 19 jours, mais aucune trace du navire n'a été trouvée, et il a fallu abandonner les recherches. La seule preuve que le Sulphur Queen avait sombré fut la découverte de quelques gilets de sauvetage dans l'eau et de quelques petits débris que l'on pensait appartenir au navire. Il a été noté que le 4 février, le navire aurait navigué dans une mer agitée avec des vagues atteignant 5 mètres et des vents soufflant à environ 45 nœuds. Au cours de l'enquête qui a suivi, il a été déterminé que le navire n'aurait jamais dû prendre la mer ce jour-là. L'équipage qui servait régulièrement à bord du navire avait signalé que des incendies se déclaraient fréquemment le long des côtés des 4 réservoirs. Cela arrivait si souvent que les officiers ne donnaient même plus l'alarme, car ils s'étaient habitués aux incendies. Au cours d'un voyage, le navire était en feu lorsqu'il est arrivé à destination et il brûlait encore lorsqu'il a repris la mer. Éteindre les incendies à l'eau formait une croûte de soufre sur les équipements, aggravant les problèmes. La garde côtière a également découvert que la quille du navire avait été gravement corrodée au fil des ans et qu'une faiblesse était apparue il y a 1 semaine, ce qui signifiait que la quille risquait de se fendre en 2. Les pétroliers T2 étaient tristement célèbres pour ce défaut, d'où la rigueur des inspections sur ces navires. De nombreux autres problèmes ont été signalés, et il paraît presque impensable que le Sulphur Queen ait été autorisé à prendre la mer ce jour-là. L'épave du SS Marine Sulphur Queen n'a jamais été retrouvée, et son sort, ainsi que celui de son équipage, restent inconnus. Numéro 2.
La disparition de 3 femmes, Anne Miller, âgée de 21 ans, Patricia Bluff, âgée de 19 ans, et René Brühl, âgée de 19 ans, n'a jamais été élucidée. Et cela reste l'un des mystères les plus déconcertants du parc d'État des Indiana Dunes. L'incident s'est produit le 2 juillet 1966, lorsque les 3 amis ont décidé de passer du temps ensemble pendant le week-end du 4 juillet. Ce matin-là, Anne a emmené les 2 femmes au parc d'État des Indiana Dunes en voiture. Elles venaient de la région de Chicago, donc il leur a fallu 1 heure de route. Elles sont arrivées sur la plage en question vers 10 heures. Et la zone était déjà bondée de gens qui étaient d'humeur festive. La plupart du temps, ils se sont prélassés au soleil, ont nagé et profité de la nature. Mais au coucher du soleil, les 3 amis avaient disparu. Un couple à la plage a déclaré avoir vu les 3 femmes discuter avec un homme non identifié avant leur disparition. Il a été décrit comme bronzé, dans la vingtaine, aux cheveux foncés et ondulés, debout sur un bateau de 16 pieds de large, avec un intérieur bleu. Après avoir discuté un moment, les 3 amis sont montés dans le bateau, laissant leurs affaires sur la plage. L'homme est parti vers l'ouest et n'est jamais revenu, selon les témoins. Un garde forestier a été chargé de récupérer les affaires de la femme, qui comprenaient le short en jean Dan, un polo, des chaussures, un bonnet de bain blanc, des clés de voiture, un peigne et un thermos. Étaient également laissés sur place le peignoir de Patricia, des lunettes de soleil, une radio transistor, sa serviette blanche, un portefeuille contenant 5 $, et peut-être encore 2 ou 3 petites choses. Les affaires de René comprenaient en sa serviette un short, un chemisier, un chapeau de soleil, des cigarettes, de la crème solaire, et son portefeuille, qui contenait 25 cents et environ 55 $ en chèques. Très vite, les 3 femmes furent signalées disparues par leur famille. Et les gardes du parc rapportèrent que la voiture d'Anne avait été retrouvée abandonnée sur le parking du parc, exactement à l'endroit où elle avait été vue le 2 juillet. À l'intérieur, ils ont trouvé d'autres affaires des femmes, mais sans indice sur ce qui leur était arrivé. Le 5 juillet, la première recherche officielle a été lancée. Des plongeurs ont fouillé le lac, des officiers et gardes forestiers ont cherché à pied, et des chevaux ont été amenés pour couvrir plus de terrain rapidement. Mais rien d'utile n'a été trouvé. Un homme qui avait utilisé sa caméra vidéo sur la plage ce jour-là a proposé ces images à la police. Et grâce à cela, ils ont pu identifier 2 bateaux possibles qui auraient pu embarquer les 3 femmes ce jour-là. Il a été provisoirement établi que l'homme avait déposé les femmes sur la plage après qu'on les ait vues monter sur son bateau. Plusieurs témoins ont aussi vu les 3 femmes marcher et manger sur la plage longtemps après qu'on les avait vues embarquer. Quelques personnes ont vu un autre homme, qui n'a pas non plus été identifié, les approcher puis les accompagner sur le 2e bateau visible dans la vidéo, mais cette observation n'a jamais été confirmée. Dans les mois suivants, des preuves ont montré que René envisageait de quitter son petit ami, car il s'intéressait davantage aux voitures qu'à elle. Mais sa famille pense qu'elle avait changé d'avis au moment de sa disparition. Les amis d'Anne ont révélé qu'elle était enceinte de 3 mois à l'époque et que Patricia pourrait également avoir été enceinte. Les 2 femmes fréquentaient des hommes mariés et une amie de Patricia a pensé qu'elle avait organisé sa disparition. Elle était rentrée avec une blessure au visage et avait évoqué des problèmes avec un syndicat hippique au sujet de son pur sang. On ignore toujours si l'un de ces facteurs a contribué à leur disparition. Et malheureusement, cette affaire reste non résolue plusieurs décennies plus tard. Si vous avez de nouvelles informations sur cette affaire, contactez la police d'État de l'Indiana au 17-899-8577. Numéro 1. En 1952, les habitants du Yorkshire du Nord, en Angleterre, ont commencé à signaler l'apparition de lumières étranges et inexplicables dans le ciel, et cela est considéré comme l'un des plus grands mystères d'OVNI de la région qui n'a jamais été expliqué. Tout a commencé non pas avec des membres du public, mais avec un groupe de 10 militaires et officiers du 269e escadron de la Royal Air Force. Quelques minutes avant 11 h, le 19 septembre de cette année-là, ils ont été témoins de quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, et ils n'avaient aucune idée de ce que cela pouvait être. Ils ont déclaré avoir vu un engin en forme de soucoupe alors qu'ils étaient sur la piste de la base militaire RAF Topcliffe dans le Yorkshire du Nord. Un avion à réaction Météor se dirigeait vers la piste de l'aérodrome de Dishforth et il était suivi de près par cet engin que personne n'a pu identifier. À l'époque, la RAF participait au projet Mainbrace, qui consistait en une série de simulations menées sur une période de 13 jours afin de déterminer ce qui se passerait en cas d'attaque soviétique ou ouest-européenne dans la région. Un officier a déclaré qu'il n'avait d'abord vu qu'une tache blanche lointaine dans le ciel.
Il a estimé qu'il se déplaçait à environ 15 000 pieds d'altitude et qu'il se trouvait à environ 8 km du chasseur Météore. Un autre officier a dit que l'objet argenté s'est mis à osciller de gauche à droite en approchant. D'abord, il croyait voir un parachute, mais l'objet n'est pas resté en suspension et a soudain foncé vers le chasseur pour le poursuivre. Il a commencé à tourner sur son propre axe, puis a soudainement accéléré à une vitesse impossible et est parti vers l'ouest avant de disparaître de la vue. L'ensemble de l'événement n'a duré que 20 secondes et tous ceux qui avaient vu l'appareil étaient d'accord pour dire qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Ce n'était pas la première fois qu'un objet étrange était observé dans le ciel. Le 13 septembre, l'équipage d'un destroyer danois a aperçu un objet triangulaire traversant le ciel nocturne. Ils ont été stupéfaits par la vitesse à laquelle l'appareil se déplaçait, environ 1450 km/h, et ont signalé qu'il émettait une lumière bleue. Le 20, le lendemain de la deuxième observation, un journaliste à bord de l'USS Franklin D. Roosevelt faisait partie des témoins qui ont vu un objet sphérique dans le ciel. Il a remarqué qu'il suivait la flotte, et même si on a cru d'abord à un ballon-sonde, cette idée a été écartée. Aucun appareil n'a jamais été détecté par les radars, et malgré une surveillance très attentive du ciel, personne n'a signalé avoir vu l'objet. Les observations ont été minutieusement examinées, mais aucune explication n'a jamais été trouvée, et cela reste un mystère non résolu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknown et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.